À le regarder aller à Ottawa et à le suivre sur les réseaux sociaux, on comprend que Gabriel Hardy aime beaucoup son job de député. Gabriel Hardy, bonjour. Ça va? Ça va bien? Comment ça se passe à Ottawa? Ça va très bien, ça va très On bien. sent ça dans vos publications, en tout cas. Bien, le parti me donne beaucoup de place, me font confiance. Je suis dans des gros dossiers, je suis notamment à l'éthique. Et là, on a le nouveau, la nouvelle commission ou le nouveau comité qui va partir sur les grands projets, un autre comité sur lequel je suis. Puis j'ai énormément de questions. Alors oui, ça va très bien. On se pose la question, on peut prendre la parole à Ottawa, mais Ottawa est éloigné de la réalité quotidienne que l'on a dans les circonscriptions. Comment vous réussissez à faire avancer concrètement des dossiers locaux dans une ambiance de parti national, avec des questions nationales? Les enjeux, c'est des enjeux nationaux pour la plupart, que ce soit l'accès à la propriété, que ce soit le coût de la nourriture. C'est toutes des choses que, oui, on vit en région, mais qui sont quand même vécues à travers le pays. Donc, pour moi, ces enjeux-là, je vais aller les prendre dans la région, je vais jaser avec les gens, je vais jaser avec les citoyens. C'est quoi que vous avez en tête, puis comment je peux le ramener? Donc, c'est pas rare que je me lève au Parlement puis que je vais clairement dire le nom d'un citoyen ou d'un organisme qui est dans la région. Puis là, je vais dire, bien, écoutez, moi, j'ai parlé à X, Y, Z. Voici la réalité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Vous jouez le jeu politique, puis c'est comme ça qu'il s'inscrit à Ottawa. Les gens de ont quelle besoin façon d'être vous avez représentés. l'impression que, concrètement, ça donne des résultats? La politique, c'est l'opinion publique. Puis ce qui est important, c'est que les gens sachent qu'on est là pour les représenter, puis qu'on les informe au maximum de, 1, nos actions, 2, les enjeux, comment on les amène, puis 3, c'est quoi que le gouvernement, que moi je suis à l'opposition, mais c'est quoi que le gouvernement prend comme décision et de garder le gouvernement imputable de ses décisions. Donc, vous êtes dans une situation où c'est plus facile de prouver l'inaction du gouvernement que de démontrer qu'il y a des choses qui se sont déroulées dans le comté. Bien, depuis 1 an, l'inaction est assez grande pour être capable de le dire à tous les jours. Là. Mais ce qui est intéressant pour moi dans le travail, puis je le lis dans les commentaires, c'est quand les gens disent « faites quelque chose notre travail, c'est justement de se lever pour représenter la population et de soulever les enjeux et de garder le gouvernement imputable de ses décisions. On n'est pas au pouvoir, c'est aux libéraux de prendre les décisions. Ceci étant dit, eux vont savoir à chaque jour que les enjeux sont dans leur face puis qu'on les ramène. Et s'ils ne prennent pas action, ils savent qu'ils perdent la confiance de la population. Alors, notre rôle, c'est ça. Donc, aux 4 ans, il y a possibilité d'arriver et puis de démontrer que le gouvernement ne suit pas. Est-ce que c'est la même chose sur d'autres dossiers, comme par exemple au niveau du bar rayé? On sait que vous intervenez, il faut le dire, là, un dangereux prédateur dans le Saint-Laurent, le bar rayé pour toutes les autres espèces de poissons. Ça fait des années que ça dure, cette situation-là. Est-ce que concrètement, les gestes puis les représentations que vous faites, puis les pauses, puis tout ça, les gens que vous rencontrez, avez-vous l'impression que concrètement, ça va finir par faire bouger les choses? Je pense que oui. Quand je suis allé rencontrer la ministre Thompson, là, juste avant le temps des fêtes, elle savait très bien j'étais qui, puis elle savait très bien pourquoi je venais m'asseoir avec elle. Elle m'a demandé justement, Gabriel, écoute, là, je le sais, t'es rendu où là-dedans? Envoie-moi tel document. Je lui ai envoyé, j'ai eu une réponse tout de suite. On a travaillé aussi avec le gouvernement du Québec à ramener l'enjeu. Oui, mais ça va se passer. Là, on comprend qu'il y a aussi une grosse structure administrative, mais moi, mon travail, c'est de représenter notamment les pêcheurs dans ce cas-ci et de m'assurer que le gouvernement ne peut pas se cacher derrière sa lenteur administrative. Alors, si le dossier était 52e dans la liste, bien là, il est sur le top de la liste, puis ma job, c'est de m'assurer qu'on va les garder imputables. Est-ce que ça va se passer cet été? C'est mon souhait. Moi, je souhaite qu'on remette la pêche sportive comme on le voit à l'embouchure du fleuve, puis qu'on soit capable de venir à la rencontre de nos pêcheurs pour qu'ils sentent qu'ils sont écoutés puis qu'ils font partie de l'équation. C'est eux les plus grands spécialistes du fleuve. Mais la ministre m'a dit, je suis au courant du dossier, Gabriel, on travaille là-dessus et je vais m'assurer, moi, qu'il y a des scientifiques qui viennent rencontrer nos pêcheurs cet été. Je vais mettre beaucoup de pression pour que ça arrive. Vous n'avez pas un peu l'impression, ce que vous me dites, en toute honnêteté, ce que vous me dites, c'est ce qu'on entendait déjà sur ce même dossier il y a 3 ans. Alors, je vais essayer quel résultat on est encore arrive. au même point. La ministre vous répète exactement ce qu'elle répétait auparavant. C'est possible. Et à ce moment-là, c'est à moi de trouver d'autres moyens. Je pense que les pétitions ont été un autre moyen d'amener le sujet plus souvent dans le Parlement. Ensuite de ça, il y a du travail qui est fait avant mon arrivée. Là. Ça fait même pas 1 an que je suis là. Oui, effectivement. Puis vous allez voir de plus en plus qu'on va vous radoter les mêmes réponses là, d'année en année. Et je vais trouver... Je vous le souhaite pas. Non, mais je vais trouver des moyens. Il y a une réalité là quand même que ça avance pas à Ottawa. Là. C'est possible, mais c'est ma job de trouver d'autres moyens pour faire avancer les dossiers. Comme je vous dis, dans le cas du bar rayé, envoyer une lettre puis d'attendre. Moi, je me suis levé 5 fois dans le Parlement pour en parler. Puis ils ont 1 mois pour y répondre. Fait qu'à un moment donné, s'il envoie tout le temps la même réponse, puis comme je vous ai dit tantôt, c'est de l'opinion. Mais s'il envoie tout le temps la même réponse, soyez assurés que les médias, à un moment donné, vont dire « Hey, les libéraux, ça vous tente-tu de travailler sur le dossier? Parce que ça fait 5 fois que vous répondez, votre appel est important pour nous. » Et là, je crois que l'opinion publique peut faire balancer la politique. Parlons d'immigration. Oui.
un dossier. Ici, les gens d'affaires sont inquiets. Parce raison. que le gouvernement du Québec jongle avec les règles et avec les différents programmes. On parle entre autres du programme Expérience Québec, là, qui est le PEC, qui est important. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans un dossier comme l'immigration? Parce que ça, c'est vraiment un secteur où les responsabilités sont partagées entre le Québec et Ottawa. Et là-dessus, vous avez une poigne là, comme député, même, parce que vous avez des cas de comté, des choses comme ça. Comment vous traitez le dossier présentement? Bien, à chaque fois qu'on a des appels au bureau, qu'on a des gens qui viennent nous rencontrer, bien, on va analyser chacun des dossiers. Il y en a, là, présentement. Oui, il y en a énormément. Puis on aide beaucoup. Donc, quand les gens viennent nous rencontrer, moi, j'ai une équipe exceptionnelle puis qui sait comment parler. Tu sais, Joe, notamment, quand il appelle au gouvernement, il sait comment présenter les dossiers, il sait comment parler avec les fonctionnaires, puis il fait avancer énormément de dossiers pour les gens de la région. Quand on dit faire avancer un dossier, ça veut dire quoi, par exemple? Bien, exemple, une personne, ça va faire 6 mois, 8 mois, 1 an qui n'a pas de nouvelles. Bien, nous, quand on appelle avec le bureau de député, quand Joe est capable de peser sur les bons boutons, mais peut-être qu'il était perdu, puis là, soudainement, il atteint le top de la file, et là, on a une réponse en dedans d'une semaine, 2 semaines. On a énormément de gens qui nous disent « Wow, depuis que vous êtes intervenu, mon dossier a énormément avancé. » Puis, bien, il faut mettre les fonctionnaires aussi devant le fait que, écoutez, c'est pas normal un délai de 8 mois, de 1 an, de 2 ans pour des travailleurs on a besoin dans nos régions. Donc ça, c'est un des côtés que le bureau d'un député peut faire des interventions rapides puis aider les citoyens puis aider les entreprises. Comment vous reliez ça? Parce que d'un côté, on a les entrepreneurs qui font savoir qu'ils ne veulent pas perdre leur main-d'œuvre. Oui. Puis l'autre, on a une politique nationale, des orientations nationales au Parti conservateur où on n'est pas particulièrement ouvert à l'immigration. En fait, il y a 2 choses. La première... C'est dur à concilier, ces 2 choses. Non, absolument pas, parce que d'un côté, on se rend bien compte que les libéraux, dans les dernières années, puis là, regardez bien la parenthèse que je vais faire, ont utilisé un programme existant pour ne pas respecter l'accord Canada-Québec, pour augmenter les seuils d'immigration et ne pas respecter la capacité d'intégration. Nous, les conservateurs, on est comme « Oups ». Vous avez vraiment bypassé le gouvernement québécois pour envahir puis mettre beaucoup de monde dans le secteur. Ça, nous, on trouve que c'est une grave erreur que vous avez faite d'utiliser le programme de mobilité internationale qui ne respecte pas l'accord Canada-Québec. Nous, déjà en partant, on veut redonner ça au Québec. Mais l'autre chose qui est importante pour les entreprises et les gens de comprendre, c'est que la proposition des conservateurs, c'est que toutes les régions en bas de 5,5 % de taux de chômage, donc les régions qui ont besoin de travailleurs, devraient continuer d'avoir accès à nos travailleurs étrangers temporaires pour permettre de la prévisibilité puis d'avoir une transition pour les entreprises qui est logique et donner le temps de rebalancer l'immigration en donnant le maximum de pouvoir au Québec. Mais ça, c'est important de comprendre, Martin. Bien, si on est au pouvoir à ce moment-là, les gens vont réaliser que, OK, le Parti conservateur comprend la réalité des régions. Mais là, vous êtes dans l'opposition. Oui. Comment vous vivez ça? De taper un mur comme ça lorsque vous vous levez en chambre, de constater que le gouvernement ne vous écoute pas. On peut dénoncer des années de temps qu'un gouvernement qui ne bouge pas, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est le pouvoir que ça vous prendrait? C'est sûr que c'est le pouvoir que ça nous prendrait. De l'autre côté, on voit semaine après semaine les libéraux aller piger dans la plateforme conservatrice. Oui. Donc les idées on vous dépasse sur la droite, souvent. On nous dépasse pour bien utiliser carrément nos idées. Alors, est-ce que ça, c'est une manière de faire avancer la politique? Certainement. On a tellement des bonnes idées que les libéraux s'en inspirent semaine après semaine puis ils mettent dans leur plateforme. Ceci étant dit, où est-ce que nous, on va arriver? C'est de dire, c'est bien beau faire des annonces. À un moment donné, ça prend des pelletés de terre. À un moment donné, ça prend des actions. Fait que, tu sais, tu peux annoncer ce que tu veux, mais de la même façon que je vous dis, c'est bien beau se lever en chambre, mais à un moment donné, il faut que ça bouge. Bien, notre rôle, c'est justement de faire en sorte que la population réalise à quel point il y a de l'inaction chez les libéraux et à quel point ça prend plus de pression pour que ça avance. En terminant, je m'en voudrais de ne pas aborder un thème qui vous est cher, la santé et le sport. Oh yes! On vous a vu au gymnase avec M. Poilievre. Oui. Vous êtes rendu bodé, comme on dit. Moi, le sport et l'activité physique, c'est un enjeu qui est essentiel. Puis Comment ça résonne chez vos collègues? Ça résonne très bien. Je pense que cette vidéo-là de Pierre qui vient s'entraîner puis qui met... Il fait un hug plein de sueur. Mais au-delà de l'image, je crois que la narrative qui était tout le long, oui, c'est une très bonne image, mais Pierre, c'est un gars qui a tout le temps été présenté comme un gars qui fait ses affaires par lui-même, qui n'est pas en équipe et tout ça, alors que dans le vidéo, ben, c'était la réalité de ce qu'on a vécu. Il s'est entraîné avec tout le monde, il a souri, les gros high-five puis les hugs, comme tu dis à la fin. Vous faites ça pour la TV ou bien vous faites ça chaque semaine pour vous entraîner? Non, Pierre s'entraîne à chaque semaine avec Tony Greco à Ottawa, que je connais bien, qui est le préparateur physique des Olympiques de Gatineau, un super bon Jack. OK, donc Pierre, il s'entraîne pour vrai, lui. Oui, puis il met l'activité physique de l'avant dans sa vie. Et moi, c'était ça le message que je trouvais qui était important d'amener. Dû à votre passé. Bien, dû à mon passé, mais aussi, je crois que c'est un enjeu national. On doit faire bouger notre population. Là, on est dans les Olympiques, là, on le voit, tout le monde regarde les médailles.
Mais au-delà des médailles, ça prend de la santé préventive, ça prend des jeunes en santé, ça prend une population qui est santé physique, santé mentale, santé communautaire. L'activité physique est un enjeu qui doit revenir dans l'équation et c'est pas normal que la sédentarité gagne du terrain. Ça, vous allez le porter, cet enjeu-là. C'est un peu votre cheval de bataille, si je comprends bien. C'est excessivement important. C'est excessivement Mais important. À Ottawa, vous allez en faire votre cheval de bataille. C'est un de mes chevals de bataille. L'économie est un de mes chevals de bataille aussi, mais l'activité physique et puis l'enjeu du sport, pour moi, est important. Il faut arrêter de mettre ça comme un loisir et il faut le mettre sur un axe important de santé préventive. Améliorer la santé, c'est sauver des milliards de dollars, c'est d'aider notre population autant au point de vue physique que mental. Puis c'est démocratiser aussi, puis c'était dans la vidéo, c'était ça. L'entraînement, c'est pas juste de bien paraître, c'est d'avoir du bonheur personnel puis de prendre soin de sa santé. Et cette vidéo-là, c'était un peu de ramener l'activité physique en politique. On vous sent toujours aussi passionné oui. Après cette première année ou presque en politique. Au plaisir de vous rencontrer à nouveau. Ça va me faire plaisir. N'importe quand, je reviens vous voir. On a du fun ensemble. Merci. Si demain matin, je sors un produit XYZ en boutique ici, s'il est disponible à la SAQ, la SAQ va venir chercher de l'argent dans mes poches ici. La SAQ, c'est 410 succursales à travers le Québec, plus de 16 000 produits en vente et près de 4 milliards de dollars en 2025. Sur ces 4 milliards, on estime à 590 millions de dollars les ventes de produits embouteillés, préparés ou originaires du Québec. Ça varie vraiment beaucoup en fonction des catégories. Par exemple, les vins, c'est quand même une petite part de marché, les vins québécois qu'on vend à la SAQ, mais c'est en forte croissance, surtout depuis la dernière année. On parle d'à peu près 2 % des ventes de vins qui sont des ventes de vins du Québec. Et pour les spiritueux, par exemple, mais ça, on a une part de marché qui est quand même pas mal plus intéressante. Là, on peut aller jusqu'à près de 20 %, dépendamment des catégories aussi. Si la SAQ affirme offrir une place de choix aux produits québécois sur ses tablettes, qu'en est-il des produits du terroir? On s'est rendu à notre SAQ de Baie-Saint-Paul pour voir si on pouvait y trouver des produits du terroir charlevoisien. Force est de constater qu'il n'y en avait pas vraiment. En fait, les seuls produits qui étaient disponibles, c'est les spiritueux de chez Menot. On s'est donc demandé, sont où nos produits du terroir? L'histoire commence il y a quand même plusieurs années parce qu'on était des premiers au niveau du produit du terroir à rentrer en SAQ avec plusieurs produits. Ensuite, c'est ça, la journée que tu fais ça, là, ça te prend un agent pour te représenter au niveau de la SAQ. C'est quand même une grosse organisation. On a tout fait ça. Puis, on avait des produits dans le temps qui étaient des Bistel, surtout, qu'on avait présentés. Puis, il est arrivé quand même plusieurs joueurs en même temps, puis des gros joueurs qui ont pris beaucoup de place sur les tablettes. Fait que là, on a arrêté, nous, à un moment donné, d'être en SAQ. On a recommencé seulement il y a un an et demi, avec un seul produit, qui est notre cidre de glace, qui est un joueur qui se démode pas, qui est plus reconnu aussi au niveau des produits du terroir. On en a d'autres qu'on voudrait présenter, mais pas 8-9 comme au début. Peut-être un 3-4 produits, juste pour dire qu'on a un... Pourquoi justement pas 8-9 produits? Premièrement, ils ne veulent pas avoir autant de variétés parce qu'ils ont déjà beaucoup de produits du terroir. Déjà là, leur dire que tu vas en présenter un ou deux autres, ils ne sont pas enclins à vouloir faire des tests de goût et tout ça. Pourtant, on a des produits qui gagnent des médailles à chaque année. On a des produits qui se qualifient au niveau gustatif sans problème. On ne demande pas à charité, là. On fournit le produit, on demande un prix, puis ils disent oui ou non. Mais je veux dire, puis on ne veut pas distribuer sur les 400 succursales. On veut minimalement être distribué dans la région de Québec et dans Charlevoix pour les SAQ. Puis ils n'ont pas accepté nos derniers... ils n'ont même pas accepté de goûter nos derniers produits qu'on leur proposait, qui sont même pas... Il n'y a pas de produits similaires à SAQ présentement. Pour le premier ministre du Québec, cette décision fait partie d'une gamme d'actions pour riposter aux tarifs imposés par les États-Unis. On pensait justement, quand on a eu une bonne... On va appeler ça une bonne nouvelle. On retire les produits américains des tablettes. Donc là, on s'est dit, OK, ça va faire de la place sur les tablettes. Mais ils n'ont pas joué cette carte-là.
c'est pas tout de suite, on rentre pas de nouveaux produits, on n'est pas dans la bonne période pour faire ça. Il y a toujours une excuse qui fait que c'est pas évident à la SAQ. Du côté des distillateurs, comme Hydromel Charlevoix, c'est pas plus simple. Bien, nous, en fait, là, à la SAQ, on a seulement un produit qui est disponible à la SAQ. C'est notre absinthe venin qui est présenté dans certaines succursales de la SAQ. Fait que, nous autres, c'est une exposure qui est assez minime, dans le sens qu'on promouvoit vraiment plus notre terroir dans notre endroit de vente à Baie-Saint-Paul, sur la rue Saint-Baptiste. C'est vraiment complexe, là, mais la SAQ vient impacter tes ventes ici. Ça veut dire que si je vends un produit, je vais avoir une redevance à payer à la SAQ sur ma bouteille qui a le même produit, le même nom que la SAQ. Fait que c'est pour ça que nous, on aime mieux... il faut travailler des produits qui sont distincts pour la SAQ pour ne pas venir impacter nos ventes en boutique. Fait que pour nous, c'est primordial de le travailler comme ça. Fait que c'est pour ça qu'on aime ça. On veut limiter les produits en SAQ. Si la SAQ est consciente des enjeux quant aux redevances vis-à-vis des spiritueux, ce n'est selon elle qu'une question de réglementation. Les spiritueux, pour être vendus sur les lieux de fabrication, doivent respecter la loi. Puis la loi est que les produits doivent être réputés achetés à la SAQ. La SAQ, on applique la loi tout simplement. Pourquoi cette loi-là est mise en place? Il faudra aller poser la question aux législateurs puis aux autres instances gouvernementales qui décident de ces questions-là. Pas intéressé, trop complexe, pas viable. On comprend un peu mieux pourquoi on ne trouve pas beaucoup de nos produits charlevoisiens sur les tablettes de la SAQ. Chez les producteurs, il faut trouver d'autres avenues. Nous, on a 2 permis. On a un permis industriel et un permis artisanal pour justement, parce que le permis industriel nous permettait de rentrer, on va dire, les vraies affaires, au IGA ou au métro et tout ça. Fait qu'on a développé cette ligne-là à un moment donné, ce qui nous a permis aussi d'ouvrir nos boutiques. Mais voyez-vous, ça, c'est encore une contrainte, là. Je ne peux pas mettre tous mes produits à Baie-Saint-Paul. Je ne peux pas mettre tous mes produits à Québec, mais à la limite, c'est 7 Il y a toujours un petit quelque chose au niveau de la loi qui vient faire que si on pouvait. À part nous, il n'y a personne d'autre qui fait ça d'ouvrir des boutiques, là. Il n'y a personne d'autre qui fait ça d'ouvrir une boutique spécifique pour la suite de ton entreprise, dans le cas de l'entreprise du terroir. Puis on met en marché, par chance, les autres produits de Charlevoix. Mais sur Baie-Saint-Paul, je ne peux pas prendre des produits d'hydromel pour les vendre parce que c'est pas du cidre. Je ne peux pas prendre les produits de... Je peux pas vendre de bière parce que c'est un permis de vendeur de cidre. Je ne peux pas vendre de Menot qui a des produits qui sont légers en alcool. Ou je pourrais prendre le sans-alcool de Menot. On devrait faire des genres d'espaces terroirs ou d'autres avenues peut-être qui viendraient faciliter tout ça. Mais tu sais, la SAQ, c'est une vitrine. Moi, je pense qu'il devrait plus promouvoir les produits de notre belle région. Le renouveau du marché public de Baie-Saint-Paul ne fait pas que des heureux. C'est le vendredi 18 février dernier que Maison Mère a dévoilé la nouvelle mouture du premier marché public sous son égide. Le rendez-vous des producteurs locaux qui se tiendra du 14 juin au 11 octobre promet une formule totalement réinventée, qui commence par une réorganisation de l'espace. On veut vraiment amener une nouvelle mouture. Je pense que comme dans la vie, on a des cycles, puis je pense qu'à un moment donné, il y a des opportunités de voir et de faire les choses autrement. Cette année, le marché public se déplacera derrière Maison Mère, tout près de la rue Forgette, pour y déployer un tout nouveau plan d'aménagement se voulant à la fois intérieur et extérieur. Au total, on pourra compter 42 kiosques par journée ensoleillée. Il faut voir cette année comme un peu un projet pilote où on veut vraiment amener le marché à un autre niveau. On veut qu'il soit beaucoup plus fréquenté, puis on veut l'entrer aussi dans notre vision du parcours muséal, c'est-à-dire on est dans un lieu patrimonial, il y a une histoire, puis on veut y donner une couleur, puis une saveur qui va être très
je dirais, qui va interpeller les gens, à la fois les locaux, parce qu'on veut que les gens de la place et du Grand Charlevoix viennent, mais on veut aussi que les touristes vivent une expérience différente. Mais les changements apportés à l'annuel marché public de Baie-Saint-Paul ne font pas que des heureux. Mon nom est Michel Tremblay, je suis l'appellation Picoune en Tuxedo. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire. J'ai l'impression qu'avec ce projet-là, vous venez d'enlever totalement, à 110 l'âme du marché. C'est votre opinion. Et ce, malgré les consultations que Maison Mère a menées auprès des marchands. On a fait l'effort de faire un focus group, de regarder le bilan qui a été de 2025 et de faire un focus group avec des marchands cette année pour aller recueillir les commentaires. Différents marchands de différentes catégories, on va dire des artisans, des producteurs, tout ça, qui nous ont parlé des autres et on a tout pris ça en considération. Je vous rassure que dans le fond, on n'a pas changé l'âme, au contraire, on y donne encore plus de, comment on dirait ça, on se met dans une grosse bulle tout ensemble puis on va travailler ensemble. Il y a beaucoup de belles choses qui ont été dites. On voit qu'il y a une volonté quand même là, des organisateurs de cette année d'essayer une nouvelle formule, mais ça n'a pas été fait en consultation avec les producteurs. Oui, on nous a annoncé hier là, au point de presse qu'il y a eu un focus group qui a donné son avis, mais de l'aveu même là, des producteurs qui faisaient partie de ce focus group-là, c'était très en survol. La tarification ne leur a pas été présentée, les conditions là, réelles du marché ne leur ont pas été présentées, seulement des idées un peu vagues. Puis on pense que même s'il y a des bonnes idées qui ont été émises par les organisateurs, là où le bas blesse, c'est beaucoup dans l'exécution. Si le manque de consultation dérange certains exposants, c'est aussi la grille de tarifs qui en aurait surpris plus d'un, avec des prix pouvant aller jusqu'à 3 000 $ pour la saison. Faites les calculs. Pour un chapiteau extérieur, sans table supplémentaire, sans électricité ni rien, c'est au moins 18 % pour un producteur agroalimentaire, transformateur agroalimentaire. Et pour un artisan, c'est au moins 36 % d'augmentation. On est très loin de l'inflation de 2,4 % de 2025. Donc, c'est quand même assez conséquent pour ces entreprises-là. Pourtant, du côté de Maison Mère, on affirme avoir repris les tarifs de l'année précédente, en ayant même eu une attention particulière pour les producteurs maraîchers. Parce qu'on a été très sensible au fait que, il y a le secteur d'activité maraîcher c'est très difficile pour ces gens-là. Donc, on a été très précautionneux de s'assurer qu'ils allaient payer, sinon le même prix que les autres années, même peut-être un peu moins cher. Et puis, la grille tarifaire est la même que l'année passée, excepté pour la nouveauté qu'on offre, c'est-à-dire un petit peu plus dispendieux à l'intérieur, puis un petit peu plus dispendieux si les gens qui sont à l'extérieur prennent les 18 dimanches puis veulent s'assurer de pouvoir être à l'intérieur s'il y a de la pluie ou des conditions qui font que, ils ne peuvent pas être à l'extérieur. Ça a même été dit à 2 reprises comme quoi le tarif n'allait pas changer puis que le tarif resterait le même. Donc, on s'est un peu fait mentir en pleine face, puis ça, il y en a beaucoup qui ne le prennent pas en ce moment. C'est dur à comprendre. La GABSP, entre autres, quand elle organisait le marché, ses tarifs incluaient les taxes. Ce n'est pas le cas de l'administration actuelle. Alors, est-ce qu'ils ont considéré les tarifs incluant des taxes comme étant des tarifs avant taxes quand ils ont fait leurs calculs? C'est peut-être une possibilité. C'est certain aussi qu'ils agissent un peu comme si les exposants du marché public, on est tous membres de la GABSP. La GABSP, cette année encore, offre un rabais de 10 % aux exposants qui sont membres. Mais la réalité, c'est qu'on est des entreprises de partout dans Charlevoix, pas seulement de Baie-Saint-Paul. Et il y a très peu des exposants, en réalité, qui sont membres de l'association. Donc, c'est un rabais qu'ils ne verront pas là, dans les faits. Là. Plusieurs zones d'ombre subsistent encore concernant la nouvelle mouture du marché public de Baie-Saint-Paul. C'est notamment le cas des coûts qu'il engendrera à Maison Mère. Une question à laquelle on ne semble pas pouvoir obtenir de réponse. Pour l'instant, on est encore en train d'établir tout ce que ça va coûter, mais je n'ai pas le chiffre actuellement, mais c'est quand même un bon montant. Là, hier, la question a été posée, on n'a pas été en mesure d'avoir une réponse. Combien ça va coûter ce projet-là, le marché public à Maison Mère? Moi, je n'entrerai pas nécessairement là-dedans. Malgré tout, Mme Tremblay reste confiante du bon travail de son équipe et de son ouverture aux avis contraires. Je pense qu'on a fait notre travail à ce niveau-là de consultation. On ne peut pas non plus faire avancer des projets en regroupant tout le monde puis en gérant, je dirais, plusieurs rencontres. Je pense qu'on était au fait.
Et on a tenu compte de ces commentaires-là qui sont ressortis dans le sondage sur plusieurs irritants. Puis c'est pour ça qu'on a décidé de présenter la formule qu'on présente là, à l'extérieur, des kiosques à l'intérieur, une formule mixte. Oui, il y a des coûts pour la formule mixte qui est tout à fait nouvelle, là. Mais moi, je pense qu'on a quand même, on a toujours été à l'écoute, puis on va continuer à l'être, là.